Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour François. Et merci de m'accueillir dans les locaux de Territoria. Carole, vous êtes la directrice générale. C'est ça, tout à fait. Donc moi je m'appelle Carole Pourchet, je suis directrice depuis 2019 de Territoria. Et Territoria, c'est ce qu'on appelle une chaîne volontaire. Donc en gros, c'est une marque à laquelle adhèrent des hôteliers et des restaurateurs indépendants. Et pourquoi ils le font ? Ils le font pour se faire connaître et donc se commercialiser ensemble et pour avoir bénéficié de la notoriété de la marque à laquelle ils adhèrent. Très bien. Alors, la marque dit marquons les esprits, mais pas la planète. D'où vient cet engagement et quel est l'ADN de ça ? D'où vient cette réflexion Vous vous êtes dit, là, il faut peut-être qu'on change un peu nos modes de pensée, nos modes d'action et comment ça marche ? Alors, Territoria, c'est une marque qui est assez jeune puisque on l'a lancée en fin 2023. Auparavant, on s'appelait les collectionneurs. Et ça, c'est un groupement qui existe depuis 1975. Donc, cette volonté qu'avaient des hôteliers et des restaurateurs de se fédérer date d'il y a à peu près 50 ans. D'accord. Et les collectionneurs, c'était jusqu'à la période Covid. Et post-période Covid, on s'est rendu compte que notre positionnement, il était un peu mou. On disait la même chose que les autres. On vendait effectivement, on mettait en avant des belles maisons, des belles tables, dans lequel on promettait effectivement un séjour agréable. Mais on s'est rendu compte que le tourisme allait beaucoup évoluer et qu'il fallait qu'on ait un positionnement beaucoup plus tranchant, d'une part pour émerger, mais par ailleurs pour répondre aux attentes de plus en plus de la clientèle, qu'elle soit individuelle, que ce soit une clientèle d'entreprise. Et donc on a fait une grosse j'ai envie de dire, introspection sur nous à cette époque-là, en se disant on ne peut plus continuer à être un acteur du tourisme si on n'a pas des valeurs fortes pour le faire perdurer. Parce que le tourisme, finalement, on l'a vu, il est très dépendant des paysages, de la météo, de la capacité qu'on a à pouvoir voyager. Et donc, on s'est dit, si on veut que le tourisme continue d'exister, il va falloir qu'on le fasse différemment. Or, nous, on est une enseigne qui fédère des indépendants. Donc, notre rôle, c'est aussi d'accompagner les indépendants à évoluer. Donc, on s'est dit, très bien, on va changer de positionnement, puis on va changer de marque aussi, on va tout changer. D'accord. Radical. On y va, radical. Grand nettoyage. Donc, finalement, on a travaillé d'abord sur notre positionnement en se disant que ce que l'on voulait, c'était effectivement que le tourisme continue d'exister, mais qu'il abîme moins la planète. Et on s'est dit, c'est quoi les grands enjeux ? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est chef d'entreprise, chef d'un restaurant, chef d'un hôtel, pour avoir un moindre impact ? Et qu'est-ce que ça veut dire l'impact ? Est-ce que c'est que sur effectivement la nature ? Est-ce que c'est aussi l'impact humain ? Et donc, après avoir pas mal réfléchi, on en est arrivé effectivement à dire que nous, notre tourisme, on veut effectivement d'une part que ce soit un tourisme de proximité, parce que nos établissements sont des établissements qui sont ancrés dans les territoires de France, d'Italie. Donc on s'est déjà dit qu'on allait limiter finalement notre emprise à l'Europe continentale. On a une clientèle qui est plutôt européenne, donc on a dit on va rester sur ce positionnement-là. Et nos établissements, on va les accompagner à avoir un moindre impact écologique et une meilleure, on va dire, gestion sociale, même si j'aime pas ce terme de gestion, mais en tout cas un meilleur impact aussi sur l'humain. Et c'est comme ça qu'on accueillera encore mieux nos clients d'ailleurs demain, parce que quand on a des équipes qui sont heureuses, en général elles sont bien accueillies. Donc on a commencé à travailler d'abord en se disant que c'était l'empreinte et le bilan carbone qui permettaient d'avoir finalement le regard le plus complet. Et là on s'est rendu compte que c'était très opaque et assez peu accessible à un petit hôtel ou un petit restaurant, le fait de faire son bilan carbone, parce que soit ça coûtait très cher, en passant par un cabinet, soit c'était effectivement c'est impossible de le faire tout seul. Et on a commencé à se dire qu'on allait créer un outil avec des hôteliers et des restaurateurs
pour rendre accessible le calcul du bilan carbone. Et c'est comme ça qu'est né Chlorophylle. On l'a travaillé avec des hôteliers, des restaurateurs et des spécialistes du calcul de bilan carbone. Et donc on s'est dit, c'est génial, on a créé un outil, et on va le rendre obligatoire à tous les membres de Territoria. D'accord. Et on va leur dire, vous allez calculer votre bilan carbone, ça c'est la première étape. Nous, ça nous permettra en tant qu'enseigne de connaître le bilan carbone de notre réseau, ce qu'aucune enseigne aujourd'hui ne fait et ne peut dire. Et puis ensuite, évidemment, on prendra tous ensemble des décisions d'objectifs de réduction. Cette démarche, vous avez eu cette réflexion collectivement, etc. Mais je veux dire, vous n'aviez pas forcément les connaissances. Donc, comment vous avez avancé sur ce chemin, justement pour acquérir de la connaissance, puis aussi peut-être être accompagné? Comment ça a marché? Parce que des fois, on a des idées, Oui. mais on ne sait pas forcément comment faire. On est un peu en terre inconnue. Donc, comment vous avez fait, vous? Alors, sur le bilan carbone, on est allé chercher des experts. Donc, on a cherché des entreprises qui avaient déjà des calculateurs d'empreinte carbone et on leur a dit nous on en veut un mais que pour l'hôtellerie-restauration. On veut que toutes les questions soient très adaptées, que quand il s'agit d'effectivement parler des achats ou des inventaires ou des outils ou des machines qu'on a dans sa cuisine, on veut qu'il n'y ait que des choses qui soient de notre métier. Donc nous on connaissait notre métier mais on ne connaissait pas le bilan carbone, donc on est allé s'associer avec une entreprise qui le connaissait et qui a co-construit avec nous l'outil. Et après, on s'est dit, si on veut que les hôteliers et les restaurateurs l'utilisent, il faut qu'on les embarque aussi dans le groupe de travail. Et on a trouvé des bêta-testeurs qui ont accepté d'être avec nous, les tout premiers utilisateurs de l'outil. Et c'était marrant parce qu'au départ, on n'avait fait qu'un calculateur. Et les hôteliers et restaurateurs ont trouvé que c'était compliqué d'aller chercher la donnée, mais très intuitif de répondre. Et donc, on avait fait quelque chose d'assez facile d'usage. Mais ils nous ont dit, c'est génial, à la fin, on a notre calcul d'empreinte carbone, mais honnêtement, on ne sait pas du tout quoi en faire. Parce que, d'une part, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, et puis sans doute, et puis après, ce qui est le plus important, c'est de passer à l'action. Et donc, en fait, on a complètement fait évoluer le produit, et on s'est dit, on va rajouter toute une brique à l'outil, où on va traduire le bilan carbone en des choses beaucoup plus opérationnelles et parlantes pour un hôtelier ou pour un restaurateur. Et puis surtout, on va lui mettre à disposition quelque chose qui va lui permettre de passer à l'action. Et donc, poste d'émission par poste d'émission, on va lister des actions qu'il pourra mettre en place. Puis surtout, on va lui dire si c'est long à mettre en place, si ça lui coûte de l'argent, si ça va lui demander beaucoup de bandes passantes de ses équipes, et puis si ça va avoir un impact fort ou pas sur son bilan carbone. Et donc, on a fait un gros travail de recensement d'actions. Et là, on continue à en mettre dans l'outil d'ailleurs régulièrement. Donc, plus ou moins, il y a un résultat, et ensuite, il y a une ressource qui est là pour accompagner l'hôtelier ou le restaurateur à passer à l'action et à réduire son empreinte. Exactement. Et ensuite, il suit sa trajectoire carbone sur l'outil. Parce que l'idée, c'est évidemment pas de faire un one-shot. Donc nous, on dit, si tu veux faire partie de Territoria, tous les 2 ans, il va falloir calculer l'empreinte carbone de ton activité. En réalité, ceux qui l'ont fait pour la première fois nous disent, mais en fait, je vais recommencer l'année prochaine, puis je vais le faire tous les ans, parce que ça n'a pas de sens finalement de le faire une seule fois, ou même de le faire tous les 2 ans. Je vais le faire très régulièrement, comme ça je verrai où j'en suis. Je verrai si les actions que j'ai mises en œuvre ont eu un impact. Et ça va me permettre, et en plus, il y a une vraie courbe d'apprentissage, c'est-à-dire que la première fois, c'est assez long, mais finalement, on gagne puisqu'on a mis en place les tableaux de bord, on sait déjà où aller chercher la donnée. Donc finalement, la fois d'après, c'est beaucoup plus facile. Et donc, alors que nous, effectivement, on s'est dit, tous les 2 ans, c'est déjà bien, sachant que dans la législation, d'une part, nos acteurs ne sont pas encore soumis, mais ceux qui le sont, les grandes entreprises, c'est plutôt tous les 3 ans. Eux, ils se sont dit, on va le faire tous les ans, en fait. Donc c'est là où on voit que, par ailleurs, c'est plutôt vertueux parce que on apporte une contrainte, une vraie contrainte, parce que ça prend du temps. Mais finalement, on se rend compte qu'on leur fait prendre de l'avance et que ça va devenir une habitude et que quand ça deviendra obligatoire, parce que nous on est persuadés qu'un jour ce sera obligatoire pour tous les acteurs de l'économie de calculer son bilan carbone, eux ils auront déjà l'habitude, ils le feront depuis longtemps et probablement qu'ils auront déjà pris de l'avance sur les réductions Oui, et puis faire. quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'ils voient une utilité derrière. Et donc, de passer de 2 ans, ils sont prêts à le faire tous les ans. Ouais. Donc, c'est qu'il y a une utilité, il y a vraiment quelque chose qui leur rend service, qui les accompagne à réduire leur empreinte. Donc, c'est super. Oui, et puis quand vous commencez à mettre en œuvre des actions dans votre établissement, vous vous rendez compte des économies que vous faites, parce que souvent, il y a des économies d'énergie. Et ces économies d'énergie, vous pouvez les réinvestir dans quelque chose d'autre dans votre établissement.
que ce soit en faveur de l'environnement ou en faveur des équipes, puisqu'on va en parler. Et donc finalement, tout ça est très vertueux. Et par ailleurs, certains se sont rendus compte aussi que de plus en plus d'acteurs, soit des clients, soit j'ai envie de dire, des institutionnels, par exemple les banques ou ceux qui donnent des subventions, de plus en plus regardent quels sont les engagements qui sont pris par l'entreprise. Et donc nous, on a des établissements qui vont aller chercher des prêts à impact, par exemple, et grâce à Chlorophylle, ils ont effectivement la preuve qu'ils sont engagés dans une démarche de réduction de l'impact environnemental lié à leur activité. Donc tout ça est effectivement très vertueux au final. Et une dernière question par rapport à Chlorophylle. Est-ce qu'il prend en compte aussi les clients qui viennent de l'extérieur, Oui. etc. Donc, c'est pas juste centré sur l'établissement, mais ça va aussi sur les différentes parties prenantes qui sont en lien direct avec Ouais. l'entreprise. On a souhaité que Chlorophylle soit vraiment très complet. Donc, d'une part, on respecte la méthode bilan carbone et on prend tous les scopes. Donc, les émissions directes et les émissions indirectes. Donc, ça comprend effectivement une question sur comment les clients viennent dans l'établissement. Et d'ailleurs, il y a aussi un petit widget que l'hôtelier ou le restaurateur peut mettre sur son site, sur son site internet pour sensibiliser le client final. Mhm. Il peut calculer l'empreinte carbone de son déplacement pour venir dans l'établissement et du coup voir ce que aurait été l'empreinte carbone s'il avait pris un mode de transport plus vertueux. Mais quand il s'agit ensuite d'aller travailler sur son empreinte en se fixant un plan d'action et en se fixant des objectifs de réduction, là on retire la partie des voyageurs pour se concentrer vraiment sur ce que l'hôtelier est capable de travailler. Donc c'est important qu'il ait les deux, qu'il ait la vision effectivement incluant les trajets de ses clients et la vision sur laquelle vraiment il peut avoir un impact pour pouvoir travailler à la réduire. Parce que la vision sur le trajet des clients, ça peut aussi avoir un impact intéressant sur la stratégie commerciale de Bien sûr. l'établissement. Ouais. Et j'avais interviewé un hôtel, l'hôtel Almanar, qui avait justement s'était posé la question d'où vient ma clientèle et pour réduire mon Bien impact, sûr. je dois changer ma stratégie commerciale. Aller chercher d'autres clients ou alors leur proposer d'autres, peut-être des mobilités douces sur place pour leur permettre de venir différemment. Et ça rejoint aussi votre vision de tourisme de proximité. Ouais. Mais les hôteliers restaurateurs qui aujourd'hui sont allés au bout de leur bilan carbone mesurent quand même l'impact du voyage des clients. Mhm. Puisque c'est très important. En général, c'est la plus grosse source d'émissions Tout à fait. voilà, d'un hôtel ou d'un restaurant aujourd'hui. Donc, le fait d'une part de répondre à la question d'où vient votre clientèle, ça leur permet de se poser la question. Ensuite, ils mesurent effectivement l'impact et ça les fait réfléchir sur effectivement est-ce que je vais garder cette clientèle tout le temps? Parce que certains peuvent être très dépendants d'une clientèle internationale et se dire peut-être que c'est pas pérenne, peut-être qu'il faut que je change un peu mon mix de clientèle. Voilà. Ouais. Et puis d'autres, effectivement, se posent des questions de est-ce que je peux agir sur le mode de transport qu'utilisent les clients pour venir chez moi? Est-ce que je peux leur proposer des choses ou pas? Donc c'est intéressant, ça crée de toute façon Tout à fait. des questionnements. Voilà. Alors un deuxième axe dans lequel vous êtes engagé, c'est le bien-être des collaborateurs. Alors moi, Ouais. quand j'ai lu ça, je me frottais les mains, je me dis c'est génial parce que on parle souvent des problèmes de recrutement depuis le Covid, que les métiers du tourisme n'attirent plus, surtout l'hôtellerie Mm. et la restauration. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Donc, je le disais dans la réflexion, on s'est dit, tiens, on va accompagner nos établissements à avoir un moindre impact. On a regardé évidemment ce que faisaient nos concurrents. Et donc, sur l'aspect environnemental, on a décidé de prendre un choix plus radical. Et alors, sur l'aspect social, on s'est rendu compte que personne n'avait pris finalement d'engagement assez fort. Et alors l'autre chose qui nous a un peu... il y a plusieurs éléments, mais on avait interrogé des voyageurs aussi. On avait fait un baromètre OpinionWay pour savoir globalement comment les clients percevaient la durabilité dans l'hôtellerie et la restauration. Et une chose qui nous avait surprise, c'est que pour eux, un établissement durable, c'était un établissement qui prenait soin de ses salariés. Et c'est venu aussi de ça. Et on s'est dit, d'une part, le client valorise ça. Et ensuite, aujourd'hui, tout le monde parle effectivement de cette grande démission, des 200 000 ou des 300 000 postes selon la source Oui. manquants dans l'hôtellerie et la restauration, du Les fait jeunes ne qu'on veulent est... pas travailler. Exactement. Et nous, on s'est dit, mais en fait, le sujet, il est pas là, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont passionnés pour travailler dans l'hôtellerie et la restauration. Le sujet, c'est que on est dans des secteurs qui, oui, sont des secteurs difficiles, oui, sont des secteurs dans lesquels, a priori, on peut pas télétravailler, puisque, en fait, on est là au service, à l'accueil d'un client. Mais ce sont des très beaux métiers. Tout à fait. Les métiers d'hospitalité, ça veut dire que vous ouvrez votre maison à des inconnus.
Donc c'est vrai évidemment de l'hôtelier ou du restaurateur qui ouvre sa maison, mais c'est vrai des collaborateurs qui tous les jours accueillent des inconnus. Et donc on s'est dit, il y a un vrai travail à faire sur ces hommes et ces femmes qui font notre métier et sur le fait qu'il faut revaloriser nos métiers, donc mieux les mettre en avant évidemment, leur poser la question de ce qu'ils attendent dans une entreprise. C'est ce que finalement font et ce à quoi aspirent les collaborateurs des autres secteurs. Alors pourquoi pas dans l'hôtellerie et la restauration, sachant que c'est un métier sur lequel on s'ouvre aux autres. Donc ça serait intéressant qu'on se pose la question et qu'on s'ouvre à ces travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration pour savoir ce qu'ils veulent. Et donc on a créé effectivement Peace and Work. Alors le nom, c'est devenu... Vous l'avez créé, On l'a créé. On a créé oui. le label qualité de vie D'accord. au travail en se disant pareil, ça n'existe pas dans nos métiers. Donc il y a des choses qui existent, mais plutôt pour des grandes sociétés. Et nous, finalement, il n'y a rien qui existe pour aller donner la parole aux établissements, aux salariés, et surtout mettre en avant les établissements qui font très bien leur travail. Parce qu'on parle souvent du monde de l'hôtellerie et de la restauration comme d'un secteur dans lequel il y a des établissements qui ne respectent pas les horaires, qui ne payent pas les heures supplémentaires. Tout à fait, oui. Mais en fait, on est aussi dans un secteur dans lequel il y a des entrepreneurs, des patrons d'entreprises, d'hôteliers, des hôteliers, des restaurateurs, qui ont une vraie politique sociale qui est très moderne. Et on s'est dit, on va les mettre en avant parce que eux, il faut qu'ils redorent quelque part un peu le blason de nos métiers et qu'ils montrent que c'est possible d'être dans l'hôtellerie, dans la restauration et d'être heureux de faire ce travail-là. Donc on va mettre en avant les bons élèves. Et c'est comme ça qu'on a créé Peace and Work. Et on s'est Et dit, vous avez tiens, des exemples? oui, on en a plein. Alors moi, aujourd'hui, on a donné la parole à plus de 2000 salariés et ça représente 150 établissements qui sont déjà labellisés Peace and Work. On en a plus de la moitié qui sont hors. Ça veut dire qu'ils ont eu la meilleure distinction, puisque concrètement, c'est une enquête anonyme qui est faite auprès des collaborateurs. On leur demande globalement ce qu'ils pensent de leur entreprise sur plusieurs aspects. Ça va des conditions de travail à l'équité, à la fierté d'appartenance. On pose aussi des questions d'ailleurs à l'équipe de direction, qui ne sont pas les mêmes, mais on recroise les réponses. Et donc, ça dure 10 minutes, en gros, pour un salarié de répondre aux questions. Donc, c'est très rapide, c'est totalement anonyme. Nous, derrière, nos équipes vont évidemment traiter les réponses, croiser, je le disais, les questionnaires dirigeants et questionnaires salariés. Et il y a une note qui est donnée et un rapport qui est remis à l'établissement, avec évidemment le détail des réponses, la notation par grande thématique, la note générale. Il faut qu'il y ait 60% des collaborateurs qui répondent pour que ce soit représentatif. D'accord. Et en général, on les atteint, puisque les salariés sont plutôt surpris et très contents qu'on leur donne la parole. Et donc, il faut avoir plus de 3 sur 20 pour avoir déjà le niveau bronze. Et ensuite, vous avez le niveau silver et ensuite le niveau gold. D'accord. Est-ce qu'on est obligé de progresser? C'est-à-dire que dans le temps, on a une obligation en tant qu'adhérent. Alors d'une part, en tant qu'adhérent, on a l'obligation d'avoir au moins le niveau bronze. C'est-à-dire que les établissements qui n'ont pas de distinction, on s'engage, nous, à les accompagner, mais eux s'engagent aussi à mettre en place un plan d'action. Dans un an, on va les réévaluer. Et s'ils n'obtiennent toujours pas la distinction, ils ne pourront pas rester dans la marque territoriale. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que nous, on dit, on veut des personnes qui s'intéressent à leurs salariés et qui, par ailleurs, ont un niveau de satisfaction au minimum bronze. They walk the talk. Exactement. Okay. Et donc, ensuite, on n'est pas obligé de progresser, mais nous, ce dont on se rend compte, c'est que quand les établissements ont leur première distinction, ils n'ont qu'une envie, c'est de mettre en place un plan d'action pour avoir une distinction encore meilleure. Alors ceux qui sont gold, effectivement, ils ne peuvent pas avoir de meilleure distinction, mais ils trouvent toujours des choses à mettre en place pour s'améliorer. Donc c'est hyper positif. Alors au-delà de la distinction gold, est-ce que aussi parce qu'il y a un impact positif sur l'entreprise, l'expérience client, la performance de l'entreprise, l'univers de l'entreprise, l'ambiance de l'entreprise où les gens sont heureux d'être là. Et justement, Territoria, c'est de faire vivre un territoire de proximité. Et donc, c'est de mettre en avant la singularité, l'hospitalité. Et ça m'emmène à poser la question. Vous parlez d'hospitalité engagée. Oui. Justement, c'est quoi cette définition? Cet exercice de Peace and Work, c'est pour vous accompagner à développer cette hospitalité engagée. Mais oui, parce que donc, pour nous, l'hospitalité, ça regroupe tous les métiers de l'accueil. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai acte d'ouverture sur les autres, sur soi. On ouvre sa maison, on ouvre son histoire. Et effectivement, c'est la même chose. On ouvre sa maison aussi à ses collaborateurs, avant de l'ouvrir à ses clients en tant que chef d'entreprise. Et donc, pour nous, cette hospitalité, elle n'a de sens que si elle fait attention aux autres,
elle fait attention évidemment à la planète, à l'environnement, au territoire. Et donc, l'hospitalité engagée, d'ailleurs, pour nous, il ne pourrait presque pas y avoir d'hospitalité s'il n'est pas engagé. Donc, c'est un peu la seule qui peut continuer à perdurer demain parce que c'est celle qui permettra justement de continuer à ce qu'on puisse voyager, près ou loin. Ça, après, chacun, j'ai envie de dire, prend ses responsabilités. Mais le voyage, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et donc, s'il n'y a pas d'engagement, pour nous, l'hospitalité, demain, elle disparaîtra. Ouais. Donc, c'est un peu la seule qui peut continuer à exister. Et effectivement, être engagé, ça veut dire faire attention aux autres, faire attention à ce qui nous entoure, faire attention évidemment au client qui vient chez soi, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, avoir un très bon accueil client, euh, c'est indissociable du fait d'avoir des équipes, vous le disiez, qui sont heureuses de travailler là où elles sont. Et c'est indissociable du fait de faire attention à ses fournisseurs, à ses partenaires, aux producteurs qui sont autour de la maison, au choix des produits, à tout en fait. Donc c'est vraiment un ensemble qui doit être très complet. Et on le dit de l'hospitalité, mais c'est vrai de tous les métiers. Aujourd'hui, n'importe quel, pour moi, patron d'entreprise doit évidemment faire attention à ce que son entreprise soit rentable, mais il doit réfléchir à l'impact qu'a son activité sur l'environnement et il doit réfléchir évidemment à la satisfaction de ses clients, mais avant tout au bien-être aussi de ses collaborateurs. Donc, Tout à fait. Et c'est une bonne idée d'avoir rajouté le mot engagé parce que le mot hospitalité aujourd'hui il est utilisé à toutes les sauces. Et je trouve qu'il a perdu un peu son sens. Et d'avoir mis ce mot engagé, ça redonne du sens et je crois c'est important. Euh, c'est c'est- aussi ce que demandent les collaborateurs, c'est de retrouver l'engagement. Hmm. L'engagement des collaborateurs, ça passe par quoi on a fait beaucoup travailler d'ailleurs nos chefs récemment sur ce sujet-là. C'est comment est-ce que mes collaborateurs, je leur fais comprendre qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans l'entreprise et pas seulement un maillon finalement d'une organisation pour que ça fonctionne. Mais c'est de se dire, oui, ils ont un avis qui peut être intéressant, qui peut être pertinent, une opinion, et c'est encore plus vrai de ces jeunes générations qui donnent leur opinion sur tout au travers notamment des réseaux sociaux. En tout cas, aujourd'hui, il faut savoir les écouter dans l'entreprise, Hmm. leur donner effectivement la parole, les intégrer dans la réflexion. Par ailleurs, à plusieurs, on est toujours plus fort que tout seul. Et donc finalement, dans un hôtel, dans un restaurant, chacun peut avoir voix au chapitre. Et c'est aussi comme ça qu'on trouve du sens dans son travail. C'est finalement à quoi je contribue et qu'est-ce que j'écris comme histoire avec mes autres collaborateurs, avec mes responsables. Finalement, est-ce que je suis simplement là pour servir, pour accueillir un client, pour lui donner sa clé, ou est-ce que finalement je suis un maillon de quelque chose de plus important qui par ailleurs a un vrai impact sur le territoire dans lequel je suis, sur l'environnement. Et finalement, c'est très gratifiant pour le collaborateur de se dire que non seulement il est important pour l'entreprise, mais qu'en plus, il a un rôle à jouer qui est important pour la survie demain de notre métier, de notre secteur, de nos territoires, de nos régions. Enfin, voilà. Ouais, c'est quelque chose de plus grand que son métier, quoi. Exactement. Il contribue à quelque chose de plus important que l'entreprise, mais il contribue à son territoire. Est-ce que, parce que la restauration et l'hôtellerie, quand même, moi, le souvenir que j'en ai en tant qu'apprenti, c'était très pyramidal Très comme descendant. gouvernance, très descendant. Est-ce que vous observez justement une évolution dans les types de gouvernance où Oui. ça devient beaucoup plus transversal? Oui, oui, oui. On l'observe. Ça faisait partie d'ailleurs des thèmes qu'on a abordés. On a fait intervenir Claude Onesta, qui était un très grand entraîneur de handball, et Oui. qui est intervenu auprès de nos chefs en disant. Alors d'une part, il a dit deux choses qui ont marqué tous les chefs qui étaient présents sur place, c'est que pour manager, il faut avoir le goût des autres. Ça veut dire qu'il faut aimer et s'intéresser à ses équipes pour pouvoir pour savoir bien leur parler finalement et bien les intégrer. Et il a dit aussi que si on dirige de façon très autoritaire, comme ça a souvent été le cas effectivement dans l'hôtellerie et la restauration, finalement on se retrouve tout seul. Mm. On se retrouve seul devant les échecs, parce que c'est forcément la faute de celui qui a dirigé, et on se retrouve tout seul parce que finalement aujourd'hui les gens ne veulent plus justement ne pas avoir voix au chapitre et pas être pris en considération. Et donc nous ce qu'on constate c'est que, alors c'est pas vrai partout encore, mais de toute façon les chefs, mais c'est vrai aussi des hôteliers, ils n'ont plus le choix.
parce que sans ça, le personnel ne reste pas. Exactement. Donc effectivement, cette nouvelle façon de diriger, et c'est vrai aussi dans plein d'autres secteurs, on parle beaucoup de l'hôtellerie-restauration, mais c'est vrai un peu partout, il y a une nouvelle façon de diriger qui est beaucoup plus transversale, mais qui est aussi beaucoup plus riche, si on sait effectivement gérer ça, puisque on a plus d'opinions, c'est ce que je disais, plus d'opinions, plus d'avis. Alors il faut parfois effectivement, il faut Plus quand même d'humanité aussi. plus d'humanité. Il faut parfois savoir trancher, évidemment, et ça restera le rôle du dirigeant. Mais finalement, la multiplication des opinions est forcément plus riche que quand il n'y a qu'une seule personne qui donne son avis, en final. Et Territoria, c'est combien de salariés? Territoria, alors c'est une vingtaine de salariés D'accord. au siège, mais ensuite, si on prend les 430 maisons, donc hôtels et restaurants, ça représente à peu près 6000 salariés aujourd'hui en France et en Italie. D'accord. Et au sein de Territoria, la gouvernance, elle est participative? Oui. Alors, depuis très longtemps, on a ce qu'on appelle des comités qui regroupent des hôteliers et des restaurateurs, qui donc prennent part aux décisions importantes de l'entreprise et de la marque. Et on a aussi un comité voyageurs depuis plusieurs années, depuis 2019 de mémoire. Ce sont des voyageurs de la marque qui ont souhaité dédier du temps, nous dédier du temps pour travailler avec nous sur les sujets tout à fait de vie de l'entreprise. Donc, ils font évoluer avec nous les produits. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui travaillent, mais qui pour autant prennent parfois des jours de congé pour venir travailler avec nous sur les orientations de la marque Territoria. Donc, Et, très gratifiant. et pour vous, en tant que dirigeante, directrice générale, quel impact ça a sur vous, sur votre gestion du travail, sur l'impact sur l'entreprise, sur votre état d'esprit? Bah, nous, c'est très important parce que d'une part, on s'adresse aux hôteliers-restaurateurs, donc les écouter, ça fait partie de notre métier. Sans ça, on serait un peu satellisé et peut-être qu'on aurait des idées qui ne leur parleraient pas du tout. Et puis les voyageurs encore plus parce que... Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, on confronte la vision du voyageur, du client, avec la vision de l'hôtelier, du restaurateur. Et même s'ils sont en contact en permanence dans leurs établissements, on se rend compte que finalement, intégrer avec nous à la réflexion ces deux parties prenantes, c'est très enrichissant et ça nous fait gagner un temps fou. Donc en tout cas aujourd'hui on ne se verrait pas faire différemment. Et d'ailleurs Territoria est une entreprise à mission et on a constitué notre comité de mission avec des hôteliers, des restaurateurs volontaires mais aussi des clients, des voyageurs. Très bien. En plus d'experts parce qu'on a envie qu'ils nous challengent. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer une marque et que cette marque elle sait parler à ses clients, qu'ils soient les clients pros et finalement les clients finaux. Bah, les peuples racines font des pas de côté, justement pour avoir un autre regard par rapport à une situation, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, quand j'étais dans le management, on me disait toujours une prise de recul. Mais une prise de recul, on est sur l'autoroute à grande vitesse, on ralentit, mais on a toujours le même regard sur les choses. Et je trouvais que de faire un pas de côté et de regarder les choses d'une autre manière et de s'entourer de personnes qui ont un autre regard, évidemment, ça élargit la compréhension d'une situation et facilite aussi une décision qui soit beaucoup plus appropriée à la situation. Donc, moi, j'aime bien. Bravo. Merci. On est dans l'humain, on a parlé des collaborateurs. Vous avez 150 établissements actuellement. Oui. L'objectif, c'est d'avoir tous les établissements qui seront, d'ici à la fin de l'année, évalués par Peace & Work. Ouais. Puisque ça aussi, c'est une obligation liée à la marque. D'accord. Donc, j'ai les critères et j'obtiens les critères et je progresse. Oui. Donc, je peux rester chez Oui. Territoria. Si je n'ai pas les critères, à ce moment-là, je ne peux pas rester chez Territoria. Exactement. Donc, c'est une forme de motivation ou d'incitation à progresser et à s'engager et walk the talk again. Oui, et puis nous, effectivement, l'idée, c'est de dire, une fois de plus, on veut accompagner les hôteliers-restaurateurs, évidemment, à rester performants d'un point de vue financier, mais aussi avoir un moindre impact écologique et une meilleure gestion de leurs ressources humaines. Donc, l'idée, c'est évidemment d'accompagner tout le monde dans le mouvement. Maintenant, on a choisi un positionnement qui est assez qui est clair, qui est précis vis-à-vis du voyageur, et on ne peut pas y déroger. Donc forcément, on a des frontières et un territoire de marque maintenant qui est bien délimité. Et donc, on est contraint, mais c'est une très bonne chose, de faire respecter ces règles. Et effectivement, tous les 2 ans Chlorophylle, tous les 2 ans Peace & Work, les établissements qui aujourd'hui ne seraient pas dans cette démarche et ne partageraient pas nos valeurs
ne peuvent pas rester dans la marque parce que ces valeurs, c'est les valeurs qu'on partage aussi avec les clients. Et il faut qu'à un moment donné, tout le monde s'y retrouve. Et donc, si un client demain vient dans un établissement et qui se rend compte que l'établissement ne fait rien d'un point de vue de l'environnement et puis que les collaborateurs sont maltraités, ils ne comprendraient pas que cet établissement fasse partie de notre marque. Donc, Bien il faut sûr. aussi qu'à un moment donné, tout ça se parle et soit cohérent. Alors, tout ce monde qui se parle et qui soit cohérent, c'est animer une communauté. Oui. Euh, Gilles Boeuf disait hier que la vie est basée sur la coopération et non la compétition. Comment on facilite la coopération entre ces différents acteurs qui sont d'un environnement culturel différent, d'un environnement familial différent, de métiers différents, comment on fait ça? Alors, d'une part, j'ai envie de dire que les hôteliers restaurateurs qui nous rejoignent sont déjà dans cette démarche, puisqu'ils intègrent une chaîne volontaire. Ça veut dire qu'ils veulent rester indépendants, mais qu'ils ne veulent pas être seuls. Et donc, ils sont déjà dans une démarche finalement de partage avec leurs pairs. Et c'est vrai que c'est la base de la communauté, c'est de vouloir échanger avec d'autres hôteliers, d'autres restaurateurs qui font le même métier, pas forcément au même endroit, pas forcément de la même façon, mais finalement qui ont tous les mêmes problématiques. Et donc, on se dit, bah, mon problème, peut-être que d'autres ont trouvé des solutions et que ça va m'aider à trouver moi-même une solution intéressante, puis peut-être que moi aussi je peux les aider. Donc c'est vrai qu'à la base, on est déjà sur des hôteliers et des restaurateurs qui sont dans l'échange, qui sont dans le partage. Ensuite, nous, notre rôle, c'est de leur donner les lieux pour échanger ou les moments pour échanger. Donc les lieux, ça peut être des lieux physiques, donc on se rencontre régulièrement, soit dans une région, soit au niveau national. Mais c'est aussi des boucles WhatsApp, des réunions dans lesquelles effectivement on a soit une thématique, ou soit c'est laissé libre et c'est les établissements qui effectivement se posent des questions eux-mêmes, partagent. Les groupes WhatsApp par exemple régionaux vivent tout seuls. On n'a presque plus besoin de les animer puisque c'est les adhérents qui se posent des questions entre eux, les membres et qui se répondent. Donc je disais les lieux et puis les moments d'échange effectivement. Et c'est ça qui va contribuer d'une part à maintenir ce sentiment de cohésion, de communauté. Et puis il y a des moments évidemment aussi j'avais envie de dire de cohésion ou de partage. Donc on a une convention annuelle où on a une grande soirée, on fait des repas régulièrement, on a des établissements qui s'invitent les uns les autres ou qui s'échangent entre guillemets, non pas leurs établissements, mais ils se font des séminaires croisés pour se faire découvrir leurs établissements les uns les autres, ils accueillent leurs équipes. En fait, au début on encourage et puis après ça vit tout seul parce que les établissements et les salariés, les collaborateurs se rendent compte de l'intérêt qu'ils ont à échanger avec d'autres établissements parce que ils peuvent éventuellement être concurrents, mais même au sein d'une même région, finalement, aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde et ils peuvent se renvoyer des clients. Entre des hôteliers et des restaurateurs, si on a un hôtel qui n'a pas de restaurant, évidemment, s'il y a un restaurant à proximité, ça fait un écosystème qui vit ensemble. Donc, Ça développe une certaine forme de solidarité aussi oui, et de confiance. exactement. Ouais. Et donc c'est ce dont on a tous besoin au final aujourd'hui, c'est d'avoir des collègues avec qui échanger, de pouvoir effectivement se rassurer. On a des établissements par exemple qui se sont retrouvés en difficulté financière et qui se sont réunis pour en parler avec d'autres établissements qui n'avaient pas de difficultés. C'est très intéressant de voir effectivement que il y a cet échange et cette curiosité naturelle qui se fait et pourtant ça reste des indépendants qui ont tous leur société à faire vivre. Voilà. Et toutes ces rencontres, vous, Oui. est-ce que ça vous a fait changer de point de vue sur certaines choses, avancer, grandir humainement, personnellement? Oui, bien sûr. Très enrichissant. Ce sont on en est parlé un petit peu au début, mais pour moi, ce sont vraiment des personnes qui ont des histoires familiales et entrepreneuriales qui sont très inspirantes. Par ailleurs, je valorise énormément le fait que ce sont des chefs d'entreprise qui souvent font vivre, on parlait de territoire, mais une ville, une commune, une région, qui sont souvent le plus gros employeur du village, puisqu'on a des établissements qui sont dans des lieux touristiques pour certains, mais parfois aussi assez reculés. Et donc pour moi, c'est des gens qui font vivre nos régions et donc notre pays. Ce sont des gens qui souvent ont créé leur structure, qui vivent dans leur structure, qui ont un vrai attachement aussi vis-à-vis de leurs salariés. Donc très très inspirant d'être à leur contact et de prendre des idées et aussi de modestement d'essayer de contribuer à faire en sorte que leur activité perdure finalement face à des acteurs peut-être plus gros qui ont une démarche beaucoup plus financière.
L'idée, c'est d'avoir une approche totalement différente, où nous, on a un triptyque qui est assez indissociable, de se dire économie, oui, mais toujours dans le respect de l'environnement et dans le respect du vivant, du vivant, de l'humain. Voilà. On va arriver au troisième point des engagements, des axes d'engagement, protéger la biodiversité. Alors, bon, là aussi, ça m'a fait très plaisir, parce qu'on a tendance à focaliser bien sur le bilan carbone, sur l'environnement, et on a tendance à oublier la biodiversité. La biodiversité, quand même, beaucoup de lieux touristiques ont une large empreinte sur la nature, le vivant, la biodiversité. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche justement et qu'est-ce que vous avez mis en place? Ouais. Oui, on avait d'abord travaillé sur le bilan carbone et sur le social. Et puis on s'est dit, il y a un grand oublié, c'est la biodiversité. Et c'est pas parce que nos établissements vont travailler sur leur bilan carbone qu'ils vont réfléchir et que ça va contribuer alors modestement à préserver la biodiversité. Donc on ne savait pas forcément comment prendre cet axe-là. Et puis, on a commencé à chercher du côté de l'agriculture, du côté des paysages, parce que, évidemment, nos établissements sont implantés, on le disait, dans les territoires et plutôt dans des zones rurales. En même temps, travaillent avec beaucoup de producteurs. Et c'est à ce moment-là on s'est dit, l'agroforesterie, ça existe partout, en France, en Italie, dans toutes nos régions. Et on a rencontré des acteurs qui font ça. On s'est d'ailleurs rendu compte que ça existait depuis très 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 longtemps. Bien sûr. C'était Nos anciens le faisaient. Exactement, c'est même ancestral, c'est depuis des milliers d'années. Et que finalement, c'était pour nous une bonne façon d'une part, effectivement, de contribuer à préserver la biodiversité, tout en accompagnant des agriculteurs. Et puis, l'agroforesterie, on remet des haies, on remet des arbres, et donc on remet du relief dans les paysages. Et les grandes étendues agricoles sur des milliers d'hectares, c'est pas très joli et ça attire pas trop les touristes, alors que des paysages vallonnés dans lesquels on a des fleurs, dans lesquels on a des animaux, dans lesquels il y a de la biodiversité, c'est aussi ce que recherchent les personnes qui voyagent. Et donc on s'est dit, voilà, ça, on essaie de boucler un peu la boucle. Donc nous, on accompagne 2 associations, une en France et une en Italie, qui financent des projets d'agroforesterie. Et puis, donc on leur donne des fonds chaque année pour accompagner des projets. Et voilà, c'était important aussi pour nous que ce soit sur les territoires dans lesquels nos établissements sont implantés. Donc l'ancrage territorial est extrêmement important et décliné de différentes manières. Oui, ouais. Hein? D'où territorial. Donc femme, dirigeante, mais en plus maman, 4 enfants. Et là, je vois que vous avez de l'énergie, vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui vous donne la banane le matin dans votre boulot? Beaucoup de choses. Je dirais que ce dont on parlait tout à l'heure pour les collaborateurs des entreprises est valable pour moi aussi. Avoir l'impression de contribuer à faire mieux, c'est très gratifiant et moi je crois que je fonctionne aussi à ça. Donc me dire que grâce à nos activités, on contribue modestement au fait de diminuer le bilan carbone de 400 hôteliers, restaurateurs en France et en Italie, et qu'on contribue à améliorer le bien-être de peut-être 6000 collaborateurs. C'est pas rien. Alors évidemment, ça se fait pas en un jour, mais voilà, je pense que c'est un bon début, sachant que notre idée, c'est évidemment de donner envie à d'autres. J'aimerais beaucoup, parce qu'on est la première chaîne volontaire à mission à avoir pris ces engagements-là, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait d'autres qui nous copient au final, parce que ça voudrait dire que, voilà, on a un peu essaimé. Donc je dirais que c'est ça, et puis après, nous, on est une entreprise dans laquelle les collaborateurs, je crois, se sentent bien. Et donc, les voir tous les jours souriants au travail, c'est aussi ce qui donne envie chaque jour de venir. Donc, je crois que c'est important pour tout le monde. Au final, on n'a qu'une vie. On passe beaucoup de notre temps au travail. Donc, autant que ce soit agréable et qu'on aime ce qu'on fait. Voilà. Exactement. De nouvelles étapes. Oui, il y a des grandes étapes. Donc là, on va tenir notre premier comité de mission pour pouvoir, effectivement, d'ici à la fin d'année, tirer un premier bilan de cette première année en tant qu'entreprise à mission. Donc, c'est une première étape importante. Une grosse étape, c'est l'année prochaine, donc 2025, c'est 50 ans de l'existence de ce groupement qui aura eu plusieurs noms. Donc forcément, on réfléchit à comment fêter un demi-siècle d'existence avec certains hôteliers qui sont là depuis le début. Donc évidemment, c'est une grande étape pour nous. Voilà, c'est déjà bien. S'ils sont là depuis le début, depuis 50 ans, c'est qu'il y a quand même quelque chose, ça fait sens. Alors vous dites ce groupe,
Territoria, ça fait partie du groupe Majorien. Et donc Majorien a différentes activités. Et vous m'avez parlé d'une centrale d'achat. Oui. Mais pas n'importe quelle centrale d'achat. Une centrale d'achat qui accompagne justement les adhérents de Territoria à faire des achats responsables. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Cette centrale d'achat, elle existe depuis 2013, c'est Caddy. Et donc, depuis 2013, on accompagne alors les établissements territoriaux, mais aussi d'autres établissements hôteliers et restaurateurs à acheter moins cher. Et puis, quand on a évidemment réfléchi à notre impact en tant que groupe Majorien sur l'ensemble de nos activités, on s'est dit, bon, Caddy, c'est bien de continuer à accompagner les établissements à acheter moins cher, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et que ces établissements, qui sont une fois de plus des petits établissements indépendants pour la plupart, ils ont le droit d'acheter aussi moins cher que finalement des grands groupes, et donc on va leur donner les moyens de le faire. Néanmoins, on s'est dit, mais il faut quand même qu'on les accompagne et qu'on leur donne les moyens, s'ils le souhaitent, une fois de plus, d'avoir des achats plus responsables. Et donc, on a entrepris depuis 2 ans maintenant d'évaluer tous les fournisseurs qui sont référencés à l'Acadie. Alors, c'est pas nous qui les évaluons, mais on leur demande de le faire au travers d'un organisme international qui s'appelle EcoVadis. Donc, ils ont l'obligation d'être évalués au travers d'EcoVadis et d'avoir au moins, alors c'est des médailles, au moins la médaille bronze pour pouvoir être référencés chez nous. Donc, ça, c'est la première étape. Et ensuite, on travaille avec Planet Score, qui est là aussi un organisme de notation sur les produits aujourd'hui alimentaires et boissons, à mettre sur nos outils de commande en ligne le score de tous les produits alimentaires et non alimentaires, là encore pour pouvoir donner de l'information aux acheteurs d'un hôtel ou d'un restaurant sur finalement qu'est-ce qu'il met dans son panier au quotidien. On travaille aussi à faire en sorte que sur toutes les unités de besoin qu'on couvre, et c'est très vaste parce qu'on couvre 95% je dirais, d'un besoin d'un hôtel ou d'un restaurant, mais on essaie de toujours faire en sorte qu'il y ait une alternative durable. Là encore, pour que du coup il ait le choix et qu'il puisse le faire en toute conscience. Sachant que voilà, on a pour objectif, on a pour objectif progressivement de les emmener vers de plus en plus d'achats vertueux. Alors on n'est pas contraignant puisqu'une fois de plus on s'adresse à des indépendants et l'idée n'est pas non plus de leur faire mettre la clé sous la porte parce qu'on les contraint à acheter plus cher, mais c'est vraiment de leur donner toutes les infos nécessaires pour qu'ils puissent prendre les bons choix. Notre idée c'est vraiment à terme même de pouvoir leur donner une note de leurs achats. C'est-à-dire de leur dire à la fin de l'année, sur tous tes achats que tu as fait cette année, bah attention ou pas, mais pour info, tu es plutôt sur une notation D ou E, ou alors tu es plutôt sur une notation A ou B, et donc voilà, tu le sais, tu en fais ce que tu en veux. Mais voilà, c'est un peu notre idée. Donc voilà, on essaie de le faire petit à petit, sans évidemment bousculer le modèle, et sans effectivement, je le disais, mettre en danger les entreprises qui achètent au travers de nos accords, mais en tout cas, on essaie de leur donner toutes les informations nécessaires. Carole, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci très à vous. inspirant. Et puis, on se dit à bientôt, j'espère, sur les ondes avec de nouvelles aventures pour Territoria. Merci beaucoup, François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.